Voilà, donc on va rythmer un peu notre temps là, d'échange sur deux parties. Tout d'abord, la première, eh bien, quels sont les enjeux à l'échelle globale et aussi à l'échelle locale. Donc ça, c'est Gérard qui va nous en causer, qui va nous présenter l'affaire. Et pour la situation, on va dire, plus locale et la stratégie, hein, donc on a donc notre élu Fabrice Sanchez, aussi maire de Macérac, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Donc, on va avoir 25 minutes là, de présentation scientifique de la situation. Et ensuite, eh bien, voilà, on aura des échanges un petit peu plus réguliers, on va dire, avec M. Sanchez sur 4 parties que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Gérard, c'est à toi. Oui, merci Jean-François. Donc je vais essayer de faire court, mais d'être le plus précis possible. Donc le CRECEP, c'est le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. C'est une structure qui rassemble l'information sur les enjeux de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cette intervention, parce que ça me permet d'avoir accès à pas mal de données. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est brosser les enjeux un peu globalement, hein, les enjeux d'aujourd'hui et puis ce que nous disent les modèles climatiques pour le futur sur la question de l'eau. Avant de brosser ces enjeux, je voudrais rappeler quelques contextes propres à l'année que nous vivons. Et deux contextes particuliers. D'abord, je voudrais dire que no water, no life, hein, pas d'eau, pas de vie. On peut être sans manger pendant 45 jours, on ne peut pas être sans boire pendant 3 jours. Donc, l'eau est un élément essentiel à la vie humaine et je dirais à la vie globale des écosystèmes. Donc c'est vraiment un bien précieux. Donc oui, je disais ce qu'a déjà dit Jean-François, mais là vous avez quelques chiffres. Hein, depuis là, c'est la situation entre septembre 2021 et septembre 2022, hein, qui vous montre qu'on avait moins 30% d'eau en moins qu'une année normale, et que si on zoome sur la période mai à septembre, on était à moins 35, hein, avec un record absolu en juillet, hein, où on avait pratiquement 0 mm de pluie, hein, moins 98% de déficit par rapport à une année normale. Et ça a conduit à mettre l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne dans sa globalité en situation de crise assez précocement. On a un petit peu sorti du problème, hein, c'est le Ouest France d'hier, ça, disant qu'on était passé de la crise à l'alerte renforcée. Au niveau 3, on était au niveau 4, on est redescendu au niveau 3. Ceci dit, on est toujours en déficit d'eau. Hein, là, j'ai fait au 20 du octobre, j'ai regardé où on en était par rapport à un octobre normal. On est à moins 45. Hein. Donc il pleut, mais il ne pleut pas de manière à combler le déficit accumulé toute l'année dernière, en fait. Donc pourvu qu'il pleuve. Vous vous rappelez que toute la France était soumise à ces situations de crise, mais vous voyez que la Bretagne, c'est en rouge à gauche. Hein, on était vraiment en première loge de la situation. Sécheresse, crise absolue en 2022. On va dire que 2022, c'est une année, moi, que j'appelle diabolique, puisque ça conjugue un manque d'eau et un excès de température, hein, avec toutes les conséquences que vous savez sur les incendies à droite, y compris dans les monts d'Arrée, en Bretagne. Hein. Et puis à gauche, vous avez un certain nombre de records battus cet été. On a frôlé les 40 degrés à Brest, on a dépassé les 41 à Cholet, à Nantes 42, hein, et à Redon, si je me rappelle bien, on n'était pas loin de 41. Donc on combine température extrême et sécheresse. Et pour ceux comme moi qui ont un certain âge, qui ont connu 76, on se disait, ah bah oui, mais il y a eu la sécheresse de 76, c'est pareil. Hein. Donc moi j'ai regardé, j'ai comparé les deux. Hein. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'en termes de pluie, effectivement, 76, il pleuvait, c'était pareil à 2022. Par contre, vous voyez, la grosse différence, c'est la température. En 2022, cet été, on a eu 4 jours à plus de 37,5 en température max, hein, 0 en 76, et on est monté à 41 degrés C en 2022, alors qu'en 76, on était monté au maximum à 36. D'accord ? Et vous voyez les courbes là, le vert c'est 76, le rouge c'est 2022. On voit ces pics de chaleur extrême de cet été, 4 épisodes où on est passé au-dessus de 37,5. D'accord ? Donc la grosse différence entre 76 et 2022, c'est pas la quantité de pluie, c'est la température. D'accord ? Bon, on sait qu'on a un réchauffement. Hein. Ici, vous avez l'évolution des températures au niveau global.
depuis 1800 ou 1900. Hein. Au niveau de la Terre globale, on a les températures augmentées par rapport à l'ère pré-industrielle avant 1900 de 1,17 degrés. Ça, c'est la dernière estimation 2021 du GIEC. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France, on chauffe plus. Pourquoi on chauffe plus? Parce qu'on est plus près, on est dans l'hémisphère nord, là où il y a beaucoup de continents. Et les continents se réchauffent plus vite que les océans. C'est-à-dire que c'est lié au fait qu'il y a moins d'inertie thermique à terre qu'en mer. Donc en mer, vous avez une inertie qui fait que vous n'enregistrez pas immédiatement les mêmes augmentations. Vous voyez, la France occupe une position intermédiaire entre le pôle qui se réchauffe beaucoup plus vite que l'équateur. Hein, nous, et la France, son réchauffement depuis 1900, c'est 1,7 degré C. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on a brossé ce paysage de l'année 2022, donc je répète, pas beaucoup d'eau, mais surtout des températures extrêmes. D'accord? Et donc la question maintenant, puisqu'on est en phase de réchauffement, c'est quel va être l'impact du réchauffement sur le futur de l'eau. D'accord? C'est ça que je voudrais brosser d'abord, en vous donnant quelques notions générales, on va dire. Bon, le cycle de l'eau s'évapore de l'océan, va sur les continents, il pleut, et ainsi de suite. Vous avez ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. C'est la chaleur, c'est la température qui est le moteur de ce cycle, qui évapore l'eau océanique. Donc c'est clair que si vous augmentez la température, vous allez modifier, accélérer ce cycle. Donc un impact est évidemment prévu. Ça vous donne les estimations du réchauffement jusqu'en 2100. Hein. Certains, donc c'est plus par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui en France, on a déjà gagné 1,7 degré. D'accord ? Le maximum que prévoient les modèles, si on n'arrive pas à contrôler les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, pas que de carbone, mais de gaz à effet de serre, c'est 3,5 plus en 2100, c'est-à-dire on serait à plus 5. D'accord ? Si on était très vertueux, ce serait quand même 0,5, même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre du CO2, avec ces effets d'inertie dont j'ai parlé, la température continuerait d'augmenter. Hein, on serait à 2,2. Vous voyez ? Donc le futur, c'est entre 2,2 et plus 5, ce qui nous est prévu. Alors la question numéro 1, c'est de contrôler ce réchauffement, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Là, vous avez le dernier graphique du GIEC en 2019 qui compile les émissions. Vous ne voyez pas forcément bien d'où vous êtes, mais vous voyez que le haut, on est à 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2 émis chaque année par les activités humaines, d'accord ? Et que ça a continuellement augmenté depuis 1900, et que ça continue d'augmenter. Le rythme est un peu plus faible qu'avant, mais il est quand même de 1,3% par an. Hein, ce qui veut dire qu'on n'est toujours pas dans une phase de décroissance de nos émissions, et donc on est toujours sur des courbes à la hausse en température, puisque c'est ça qui contrôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire un climat plus chaud ? La première chose, c'est que ça perturbe, ça modifie les circulations atmosphériques, et c'est ça qui a de l'impact sur le climat que nous vivons, température, et vous allez voir sur les quantités d'eau. L'effet numéro 1, j'en ai pris un, mais c'est le principal, c'est la modification de ce qu'on appelle le jet stream, qui est ce grand courant là que vous voyez en rouge, hein, qui circule aux latitudes intermédiaires. C'est celui qui fait que quand vous allez, pour ceux d'entre vous qui ont été en avion, qui ont traversé l'Atlantique, on met 1 heure de moins à revenir qu'à l'aller. Hein. Tout simplement parce qu'à l'aller, on lutte contre ce courant, et au retour, il pousse votre avion. D'accord ? Ce qui se passe maintenant, c'est que ce courant qui normalement est relativement horizontal, fort, et bien le fait que le pôle se réchauffe fortement, beaucoup plus que les basses latitudes, ça fait qu'il y a un gradient de température moins important entre le pôle et l'équateur, et ce gradient de température moins fort, il ralentit le jet stream, et quand il ralentit, il a tendance à faire des méandres, comme vous le voyez sur cette image. D'accord ? Et les méandres, vous voyez ce que ça fait ? Ça fait descendre de l'air froid, mais comme l'air est moins froid qu'avant, c'est pas très froid. Mais ça fait surtout monter de l'air chaud, comme le montre la flèche rouge, hein, des zones plus tropicales, et ça fait pousser l'air chaud vers le nord. D'accord ? Hop, hop. Et voilà, or il s'avère que l'Europe de l'Ouest, la France, eh bien, est dans une zone où on a une tendance à avoir une situation qui fait qu'on a une alimentation par le sud, remontée d'air chaud. C'est ce que vous entendez cet été quand on disait les remontées sahariennes, tout ça, là. Et ben, c'est ce phénomène-là qui explique ces remontées d'air chaud qui viennent du sud. Et encore en ce moment, ceux qui étaient dehors hier comme moi,
ont vu le vent très fort qu'on avait, c'est un vent de sud, hein, c'est un vent très chaud. Voilà. Donc on a cette situation où, eh bien, du fait de ce ralentissement du jet stream, du fait qu'il méandre, eh bien, l'Europe de l'Ouest est maintenant dans une situation où elle reçoit plus d'air chaud qui vient du sud que précédemment. D'accord ? Alors en termes de pluie, bah, évidemment, c'est de l'air chaud, mais c'est aussi de l'air sec. Hein, puisqu'il vient du sud saharien notamment, bah, c'est de l'air plus sec. Là, vous avez les modélisations des variations de pluie par rapport à aujourd'hui. À l'horizon 2100, bon, c'est lointain, mais ça vous donne des tendances. En hiver, c'est à peu près pareil. La France est quand même dans une situation intermédiaire. On a du mal à modéliser le futur des pluies en hiver en France. Hein, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en été, Europe de l'Ouest, Europe du Sud, eh bien, on aura beaucoup moins de précipitations qu'aujourd'hui. Hein, vous voyez, on est sur des chiffres de l'ordre de moins 50% de pluie en 2100 qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, si vous avez moins de pluie, plus de température, là, vous allez augmenter la sécheresse des sols. Hein, et les mêmes modèles, toujours à l'horizon 2100. Aujourd'hui, on a en Europe de l'Ouest et en Bretagne 30 jours à peu près de sécheresse, ce qu'on appelle agronomique, c'est-à-dire sécheresse du sol. À 2100, vous voyez, 90 jours, on a multiplié par 3, disons, le nombre de jours. Donc c'est l'amplification du phénomène de sécheresse lié au fait qu'on va perdre en précipitation et augmenter en température. De manière, je dirais, quasiment plus contraignante, enfin, quasiment plus importante encore, les débits des rivières vont baisser. Et là, à cause de l'augmentation de température, même en hiver, on prédit des diminutions des débits des rivières, de l'ordre de 10% à gauche. Là, on n'est pas en 2100, on est en 2070, les modèles ne sont pas toujours calés aux mêmes échéances. Et moins 35% en été. Or, il faut savoir, on va en reparler après, qu'on puise notre eau potable à partir des cours d'eau. Si vous baissez le débit des rivières, évidemment, vous allez avoir un impact immédiat sur votre ressource en eau et sa disponibilité. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'en même temps qu'il va faire plus chaud, plus sec, on peut aussi avoir des événements extrêmes plus intenses, hein, des pluies très intenses. Et là, c'est un travail qui avait été fait sur les Alpes, hein, où on a regardé depuis entre 1900 et 2010 l'intensité maximum des pluies chaque année. Hein. Et il y a une augmentation de 20%. C'est-à-dire qu'il y a moins de pluies, mais elles sont plus intenses. Plus d'orages, plus d'événements violents, moins de crachats. C'est ça qu'on veut dire. D'accord ? Et avec la conséquence, on la connaît très bien de ces événements, hein, c'est dans le sud de la France il y a 2 ans, ce qui s'est passé dans la vallée de la Roria, là, avec des pluies hyper intenses et des inondations catastrophiques. Même chose en Allemagne en 2021. Et en Ille-et-Vilaine, en 2018, on a eu un épisode de ce type-là, qui avait coupé la route de Paris, vous vous souvenez, qui allait vers Paris. Pendant 6 mois, il y a eu un rétrécissement de chaussée, là, qui était lié à un effondrement de la route. C'était les événements très orageux qu'on avait eu en juin 2018 en Bretagne. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Donc le réchauffement climatique, si on brosse ses grandes conséquences du point de vue de l'eau, eh ben, ça va être de moins de pluie en été et en automne, ça c'est certain. Hein, donc accentuation de la durée et de l'intensité des épisodes de sécheresse, ça c'est certain aussi. Diminution des débits des rivières, y compris en hiver, c'est aussi quasiment certain. Hein, et augmentation possible de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. En gros, c'est plus sec, plus chaud et plus de variabilité. Fini le climat tempéré breton avec son petit crachin que j'ai connu dans la jeunesse. Voilà, alors ce que je voudrais dire maintenant, faire un focus sur la Bretagne. Il y a quelques particularités de la Bretagne qu'il faut avoir en tête pour comprendre les enjeux que cette évolution va générer en Bretagne. La première de ces particularités, c'est que certes, il pleut pas mal dans la partie ouest de la Bretagne, Finistère. Par contre, en Ille-et-Vilaine, dans la partie est, et un petit peu sur la frange nord côtière, il pleut pas beaucoup. Il pleut du genre 600 mm de pluie par an. Et en termes de pluie efficace, c'est-à-dire celle qui rentre dans le sol, alimente les cours d'eau, eh bien on est de l'ordre, vous voyez, on est aux alentours de 200 mm. C'est pas grand-chose. Donc on a une région qui, dans sa partie est, est déjà une région qui n'a pas beaucoup d'eau, naturellement, je dirais. Et ça veut dire que régulièrement, eh bien, il y a souvent des épisodes de sécheresse l'été, le maïs qui sèche sur pied, et des tensions sur les réserves d'eau dans la partie Ille-et-Vilaine. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est lié simplement au fait que la région est, la partie est de la Bretagne, naturellement, est une région une partie qui ne reçoit pas beaucoup d'eau,
L'eau vient de l'ouest, il pleut sur les monts d'Arrée, et une fois que ça arrive sur le bassin de Rennes, il n'y a plus beaucoup d'eau. D'accord? C'est naturel, enfin c'est une situation que la Bretagne connaît depuis longtemps. La deuxième particularité, c'est qu'on a des sols, ce qu'on appelle propices au ruissellement, c'est on a beaucoup de sols argileux, dès qu'il pleut fort, l'eau ne s'infiltre pas, et donc il y a du ruissellement. D'accord? C'est pour ça qu'on peut être sensible à des événements de pluie intense, qui amènent de l'eau facilement dans les parties basses, érodent les sols. Et vous voyez, en rouge, vous avez les zones dans lesquelles ces phénomènes, ces propriétés du sol sont répandues. La Bretagne apparaît comme un point chaud au niveau français. C'est ce qui explique, par exemple, quand vous avez des gros orages, eh ben, vous pouvez avoir des accumulations d'eau, comme constaté ici en Bretagne en juin 2018. La troisième caractéristique, c'est la Bretagne, son sous-sol, c'est du granit et des schistes. C'est des roches imperméables. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de réserves en eau souterraines, c'est pas du calcaire comme en région parisienne ou du sable. Donc ça veut dire que s'il pleut beaucoup, non seulement vous pouvez avoir du ruissellement, mais vous ne pouvez pas stocker beaucoup d'eau dans le sol. D'accord? Donc les hivers où il pleut beaucoup, très rapidement, vous pouvez avoir des crues par débordement, parce que tout simplement, il n'y a pas de place dans le sol pour stocker l'excédent d'eau. Ça explique pourquoi Redon, par exemple, est fameuse pour ses crues. La dernière date de 2001, c'est ça, voilà. C'est les hivers où il pleut beaucoup. Quand il pleut beaucoup, on ne peut plus infiltrer l'eau, il n'y a pas de place dans le sous-sol parce que c'est du granit et du schiste. D'accord? La deuxième conséquence, c'est que nos réserves d'eau, c'est des eaux de surface. C'est-à-dire qu'on a très peu d'eau souterraine en Bretagne, il y en a quelques-unes. C'est le long de failles, ou alors dans le long de la Vilaine, où il y a un peu de... Dans la vallée de la Vilaine, il y a un peu de réserve d'eau souterraine, mais autrement, c'est des eaux de surface. D'accord? C'est-à-dire qu'on remplit des réserves d'eau en hiver, et puis on pompe dedans pour se produire, pour s'alimenter en eau potable. Évidemment, si l'hiver il ne pleut pas, ou si l'été il fait très très sec et vous évaporez votre eau, vous avez des problèmes d'alimentation. Donc ce substrat imperméable, il peut créer des crues quand il pleut beaucoup l'hiver, mais il peut aussi nous créer des problèmes d'alimentation en eau parce que c'est lui qui fait qu'on est dépendant des retenues en surface. L'autre caractéristique a ce fait qu'on a un substrat très imperméable, c'est qu'on a des réserves d'eau qui sont très sensibles aux pollutions. Évidemment, l'eau ne peut pas s'infiltrer très profondément dans le sol, donc les polluants, c'est pareil, ils ne s'infiltrent pas, donc ils vont directement dans les cours d'eau. D'accord ? C'est pour ça que la Bretagne, elle n'est pas très bonne au niveau de la qualité écologique de ses cours d'eau. Et par exemple, notamment l'île-et-Vilaine, on a 2% des cours d'eau qui sont dans le bon état écologique, tout est en rouge, en orange. C'est lié à ce contexte géologique qui crée un risque très fort sur la ressource en eau du point de vue des pôles d'eau. D'accord ? On reviendra peut-être là-dessus dans les débats. La quatrième particularité de la Bretagne, vous la connaissez bien, c'est que c'est une région attractive d'un point de vue touristique. L'été, on a plein de monde sur les côtes, d'accord ? Qui dit plein de monde sur les côtes, dit une dégradation potentielle des eaux côtières, parce que notamment, tous les systèmes d'épuration ne sont pas forcément dimensionnés pour accueillir autant de gens. Donc c'est pour ça que vous avez des interdictions régulières de pêche à pied l'été, par exemple. Et puis vous avez des conflits d'usage potentiels, parce que qui dit beaucoup de touristes dit des besoins de récréation, de piscine, etc., de camping. En même temps, l'été, c'est aussi le moment où les agriculteurs ont besoin d'eau pour irriguer. D'accord ? Donc là, on a une particularité de la Bretagne qui peut générer des conflits. Alors qu'est-ce qui se passe quand on regarde les évolutions dont j'ai dressé les grandes lignes tout à l'heure, avec ces particularités, et ça va être la dernière partie de mon exposé, c'est les risques. Qu'est-ce qu'on risque finalement quand on croise les deux informations ? Et il est évident qu'à partir du moment où on n'a pas beaucoup d'eau, notamment à l'est dès le départ, si on me dit qu'il y aura 50% de moins de pluie en été, eh bien, effectivement, on va aggraver une situation. Un déséquilibre est-ouest entre la Bretagne va s'amplifier et en Ille-et-Vilaine, on risque d'avoir de manière récurrente ces problèmes d'alimentation en eau. Ici, je vous donne un élément qui est que le fait que déjà l'Ille-et-Vilaine importe de l'eau des Côtes d'Armor, notamment Rennes Métropole, 4 millions de déficit de production. Donc, l'Ille-et-Vilaine importe de l'eau des Côtes d'Armor. Et les estimations qui sont faites, les besoins supplémentaires, vous voyez, c'est 12 à 25 millions de mètres cubes à l'horizon 2050, si on tient compte de l'augmentation de population
et je considère que les gens vont continuer de consommer la même quantité par personne qu'aujourd'hui. D'accord ? Donc la tension va s'accroître. Cet été, à gauche, toutes les réserves d'eau, elles le sont à mon avis pas très encore un peu, étaient en alerte au niveau des Vilaines. Il y avait des menaces de coupure d'eau, parce que tous les barrages étaient quasiment à sec. Là, j'ai regardé la Rance qui alimente Rofemel. J'ai pris le débit au mois d'octobre, il n'y a pratiquement plus d'eau, mais l'équivalence du débit en capacité d'alimenter par jour des habitants, vous voyez, on était à 50 000 habitants, alors que le Rennes, c'est 400 000 habitants. Vous voyez le fait que le niveau d'eau soit très bas, on est effectivement... parce que vous avez une petite aire d'alimentation. Notre situation à nous, la Redon, j'ai pris ce gîte pour ramener au plan local, Loust, même j'ai regardé le débit de Loust début octobre, pardon. Eh bien parce qu'on a une grande aire d'alimentation, même si on a de Loust qui est bas, comme on a un grand bassin d'alimentation, on est à l'aval, si vous voulez, à Redon, eh bien vous voyez qu'on a un équivalent consommation de 925 000 habitants. Donc en fait, on a la chance, nous, d'être très à l'aval, donc on n'est pas forcément aussi impacté que nos co-départementaux du Nord, qui eux, dont la ressource dépend de quelques retenues qui sont alimentées par de petits cours d'eau. D'accord ? Donc ça vous montre. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit, nous, se réjouir ou, disons, moins s'inquiéter ? Moi, je dirais non, parce qu'au-delà d'abord de la solidarité qu'on doit avoir avec les collègues, et puis par ailleurs, au-delà du fait qu'ils viennent chercher l'eau maintenant au sud, puisqu'ils créent cet aqueduc pour aller ramener l'eau à Rennes depuis Ferrennes, hein, d'accord ? Donc à un moment, peut-être il y aura des conflits aussi d'usage entre les besoins des populations en eau, hein, parce que on est clair, la disparité est-ouest de la Bretagne va s'accroître, d'accord ? Or tous les habitants, les gros pôles d'habitants sont à l'est, là où il n'y a pas d'eau, d'accord ? Donc forcément, on peut avoir des difficultés à l'horizon 2030-2040 d'un point de vue alimentation d'eau potable. Et le dernier point de mon intervention, c'est les risques qualité d'eau. Hein. Je voudrais insister sur le fait que qui dit moins d'eau dans les rivières, comme je vous l'ai montré, eh ben c'est une qualité d'eau dégradée sur plusieurs paramètres. D'abord, des microalgues qu'on appelle les cyanobactéries peuvent se développer dans les cours d'eau. Hein. C'est des microalgues toxiques qui adorent la chaleur et la température. Et comme en plus il y a un petit peu d'azote, un petit peu de nitrate dans nos eaux, tout ce qui est bon pour faire croître des algues, donc il y a une capacité d'avoir des alertes dans le futur, qui ont déjà commencé en 2018 dans la région de Dinan, là. Il y avait des alertes aux cyanobactéries sur les cours d'eau. La deuxième chose très importante, c'est la dégradation globale des cours d'eau, les plantes invasives. Là, je vous montre des photos de Rennes en ce moment. Hein. Si vous allez à Rennes, vous verrez ce que vous voyez à droite, là, la Vilaine, et dans ce que je dirais dans un très sale état, hein, parce que vous avez des invasions. Alors, vous avez la Jussie, et vous avez maintenant ce qu'on appelle l'élodédance, qui est une plante d'aquarium, je crois, tropicale, hein, qui maintenant envahit tous les cours d'eau, avec nécessité de faire du faucardage, là, parce que là, c'est la base, normalement, d'entraînement de l'équipe de France d'aviron, vous voyez là. Donc ils ne peuvent plus pagayer, ils ne peuvent plus ramer sur la plaine de Beau à Rennes. Donc ça fait 2 fois, parce que j'étais encore la semaine dernière, que cette machine la passe pour essayer d'arracher ces algues qui sont implantées au fond. Quoi. Donc c'est des plantes invasives tropicales. Donc 40 degrés comme cet été, la chaleur, le soleil, la lumière, elles adorent. Quoi. Donc on pourra peut-être en débattre, mais il me semble que la Jussie, maintenant, c'est partout. Et j'ai cru entendre aussi que l'agence de l'eau avait renoncé même à financer les arrachages du Jussie parce que ça ne sert à rien. Donc la dégradation regardez les cours d'eau dans l'état où ils sont, et mettez-vous à la place des poissons, des êtres vivants de ces cours d'eau, vous aurez tout compris sur le côté très très délicat de la situation et sur l'alerte qu'il faut avoir sur ces éléments-là. La dernière chose, ça doit être la fin de mon intervention. On va pas trop peindre en noir, hein, mais c'est quelques réalités quand même qu'il faut avoir en tête. Quand on les connaît, on est mieux à même d'agir quand même. C'est le fait que quand vous baissez le niveau des cours d'eau l'été, eh ben, l'impact des rejets de stations d'épuration devient plus important. Parce qu'en gros, vous diluez plus ce que vous rejetez dans l'eau. Il y a même des petits cours d'eau dans lesquels le débit de l'eau l'été est fait par la station d'épuration. Puisqu'il n'y a plus d'eau. Il y a l'eau que nous on rejette.
Donc effectivement, comme on rejette quand même pas mal de choses polluantes, et ben, le poids de ces polluants que nous rejetons va prendre de l'ampleur dans le futur. Et là, on va en reparler peut-être avec les élus, mais il va falloir sérieusement rejeter de l'eau la plus propre possible et peut-être des investissements sur tout ce qui est unité de traitement. Parce que là, vous avez le phosphore, vous avez les micropolluants urbains, les résidus médicamenteux, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, enfin j'en passe et des meilleurs, qui vont prendre beaucoup de poids parce qu'il n'y a plus de dilution. Okay. Donc alors le dernier point qui nous concerne aussi ici pas mal, c'est à partir du moment où on baisse le niveau des rivières en hiver, donc quand vous avez et qu'il n'y a plus de contact, de connexion avec le sol, tout ce qui est sur le sol, effectivement, s'accumule sur le sol. Donc dès que vous allez remettre de la pluie dans le système en automne, comme en ce moment, eh bien, vous allez lessiver tout ce qui était retenu dans le sol, y compris des polluants qui déferlent dans les cours d'eau. Et vous avez des pics des qualités d'eau qui sont très mauvaises au moment de ces reprises d'écoulement. Et là, je vous montre des travaux qu'on a fait sur le bassin de l'Oust au niveau avec le SMGBO, dont Laurent Broneux est là ici aujourd'hui, sur les pesticides. Hein, vous voyez que quand il y a une crue, vous avez un pic de pesticides dans l'eau, tout simplement parce que vous fléchez les pesticides qui sont sur les sols. Hein, vous les lessivez. Donc quand il ne pleut pas, il y a des pesticides, alors certains se dégradent, mais certains résidus s'accumulent, et dès qu'il se remet à pleuvoir, tout ça, ça part dans la rivière. Et comme le débit n'est pas très fort au début, vous voyez que le phénomène d'amplification est fort, donc vous avez une qualité d'eau qui est vraiment dégradée. D'accord ? Et donc, voilà. Bon, les conséquences, voilà, je termine. Hein. Donc, et on va en parler après au niveau local, en parlant de la situation du vécu, en fait, hein, parce que moi, je n'ai pas un vécu local. Je vous dresse quelques grands tableaux, quoi. Hein, ce que je peux dire, moi, c'est quantité. C'est évident qu'on va avoir des tensions croissantes sur l'approvisionnement en eau potable. Hein. Dans la partie est, notamment de l'Ille-et-Vilaine, c'est clair. Avec, comme je vous dis, le problème, c'est que c'est là que les gens vont. Hein. Rennes croît fortement, Saint-Malo, j'en parle pas. Bon, voilà. Et cette question de quantité, il ne faut pas la regarder à notre nombril humain, à nous. Hein. Comme je vous ai montré, la dégradation des cours d'eau. Hein, quand vous n'avez plus d'eau dans les rivières, les poissons souffrent. Hein. Et puis les plantes invasives s'en donnent un cœur joie. Donc le problème de quantité, c'est vraiment un problème très très important pour nos écosystèmes et notre approvisionnement en eau. La qualité, pour moi, ça repositionne les enjeux. Hein. Avec des enjeux nouveaux en période d'étiage. Hein, comme je l'ai montré, l'étiage, c'est de faible débit. Sur les problèmes et en problème de reprise des écoulements, c'est-à-dire la période que nous vivons aujourd'hui en ce moment. Hein. Je pense que des traiteurs d'eau, il n'y en a pas forcément ici aujourd'hui, mais il vous dirait que l'eau qui arrive dans les usines de traitement aujourd'hui, elle a une qualité qui n'est pas évidente à traiter. J'ai déjà entendu ça. Il y a beaucoup de matières organiques, il y a beaucoup de choses qui étaient accumulées sur les sols qui arrivent brutalement dans les usines. Et c'est un problème. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Bon, ça c'était une diapo, il commence à pleuvoir, donc ça va, hein, on n'attend pas la pluie. Je vous ai mis mon adresse mail, je serai là tout à l'heure aussi, hein, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus. Je suis là pour vous donner des éléments, mais je crois que maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se décline localement. Voilà. Merci Gérard. Peut-être le temps que Fabrice Sanchez se prépare, peut-être une question brûlante. On a vu la sinusoïde de départ, oui, qui place la France dans une période de réchauffement et de sécheresse. Oui. Mais puisque le climat de la Terre se réchauffe régulièrement, oui, est-ce que cette sinusoïde ne peut pas être décalée? Est-ce que tu peux reposer ta question? Voilà. Parce que je pense que derrière... D'accord. On a vu la sinusoïde de départ, voilà celle-ci, ouais, qui place la France et l'Europe dans une période ouais. de zone sèche. Mais étant donné que le climat global de la Terre continue à se réchauffer, est-ce qu'on peut imaginer que cette sinusoïde se déplace, évolue, et inversement place la France dans une période, dans une zone... Alors, est-ce qu'on est certain, grosso modo, que en 2100, ce sera toujours ça? non. Alors, je vais répondre clairement à la question de la certitude. Non, hein, on n'a pas de certitude. Le climat est quelque chose de très dynamique. Hein. Et donc, non, il n'y a pas de certitude. Simplement, ça explique, parce que vous entendez peut-être ça en ce moment à la radio, la France se réchauffe plus vite que normalement. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie ouest européenne, là, il y a un article très récent qui a montré que sur les 10 dernières années,
les maximums pendant les canicules et la durée des canicules augmentaient plus vite que dans la partie, par exemple, dans la partie orientale de l'Europe. D'accord ? Donc cette situation-là, elle est installée en ce moment, mais effectivement, rien, elle n'est pas forcément figée. Ceci dit, regardez, la situation est en écho avec ce qui se passe dans l'ouest des États-Unis, et la Californie connaît maintenant un épisode de sécheresse récurrent annuel, année après année, depuis à peu près une dizaine d'années. Donc on peut penser que cette situation-là, elle peut durer. Ce que j'ai remarqué, enfin, j'ai pas amené les données ici aujourd'hui, mais moi j'étais frappé, bon, je suis assez âgé, quoi, et par le fait qu'il me semblait qu'on vivait aujourd'hui des périodes de temps beaucoup plus longues, avec un type de temps donné. La variabilité qu'on connaissait, quand on disait en Bretagne, de toute façon il pleut, il fait beau tous les jours, aujourd'hui c'est plus vrai. On peut avoir, et c'est vrai maintenant, c'est statistiquement observé, c'est-à-dire qu'on voit au niveau global, c'est pas spécial à la France, on voit maintenant des climats, des situations qui durent longtemps, beaucoup plus longtemps qu'avant, et qu'on peut rester, c'est ça qui explique les dômes de chaleur comme il y a eu au Canada il y a 2 ans maintenant l'été je crois, des situations pendant 20-30 jours de suite, comme nous on a connu au mois de juillet, hein, vous avez un anticyclone qui ne bouge pas. Et bien ça maintenant, c'est statistiquement vu qu'effectivement sur les 20 ou 30 dernières années, vous avez une augmentation de la stationnarité. Donc cette image-là, effectivement elle peut bouger, mais on est quand même dans une situation actuelle où on augmente la stabilité, si vous voulez. Hein. Mais tout va dépendre, effectivement, je dirais, de ce qui se passe au pôle. Hein, et parce que, effectivement, c'est les gradients pôle-équateur qui contrôlent tout. Et moi, je ne parierais pas que ça sera toujours comme ça dans 20 ans. Hein. Pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des climats, des temps. Hein, le temps change moins souvent qu'avant. Hein. On a des grandes périodes de temps où il fait beau. Hein. Et ça, maintenant, c'est vu. C'est un état actuel de notre climat, enfin de la perturbation qu'il connaît, qui crée plus de stabilité. La question des pluies acides, et alors là, j'ai un truc extraordinaire, si vous voulez. C'est là que la question climatique est une question qui nous interpelle violemment, quoi, nous humains. Mais c'est une situation qu'il faut avoir à l'œil. Les pluies acides, c'était beaucoup lié à des aérosols. Il y a des questions, effectivement, ce qui est lié par l'agriculture, hein, quand vous sentez des odeurs, un truc d'inparticules dans l'air, hein, bon, clairement. Et ben, notre qualité d'air s'améliore. Hein, quand même en Europe de l'Ouest, globalement, et en France, même si l'État français s'est encore fait rattraper. Et le problème, c'est que ces petites particules dans l'air, là, eh ben, elles ont tendance à réfléchir le rayonnement du soleil. D'accord ? Donc, c'est quand vous avez une meilleure qualité d'air, eh ben, vous avez un filtre en moins. Et donc, vous chauffez plus. D'accord ? Donc, une des raisons pour laquelle la France, actuellement, l'Europe de l'Ouest, on va dire, voit sa température augmenter plus fort qu'ailleurs, c'est qu'on a une qualité d'air qui s'est améliorée aussi. D'accord ? Et si on n'a plus d'aérosols, parce que quand vous avez par exemple des éruptions, si vous voulez baisser la température du globe, c'est très facile. Vous faites une éruption volcanique qui envoie des sondes dans la haute atmosphère, j'allais dire une bêtise, non, mais une éruption volcanique, ça suffit. Vous assombrissez, et ben vous baissez la température. Ben, ces microparticules, là, elles ont le même effet. Donc les trucs de gasoil et tout ça, c'était super pour baisser la température. Maintenant, on roule électrique. On aura moins de particules, c'est très bien hein, d'un certain point de vue, mais ça va nous chauffer un peu plus encore. Bien, donc je me présente Fabrice Sanchez, maire de Vasserac et vice-président de Redon Agglomération en charge de l'eau potable, de l'assainissement, de la gestion des milieux aquatiques et du risque inondation. Voilà. Alors j'ai préparé également une petite présentation. Ce qu'il est convenu, c'est que je vais raccourcir cette présentation, je vais plutôt situer le contexte local de manière à ce qu'il y ait des questions, que ça soit un peu plus actif. Donc je reviendrai en avant, en arrière dans la présentation pour que ça soit plus vivant. Alors d'où vient l'eau potable consommée sur Redon ? Alors voilà. Alors dans l'eau, il y a 2 choses. Il y a l'eau brute. Hein, et donc la gestion de l'eau brute, elle est gérée par 3 syndicats de bassins versants.
Redon Agglomération a confié depuis le 1er janvier 2019 la préservation de la biodiversité, des milieux et la protection de la ressource à 3 syndicats. Donc pour faire court, la partie 56, c'est le syndicat, le SMGBO, syndicat du Grand Bassin de l'Oust. Donc le directeur est présent dans la salle. La partie verte, c'est la partie 35, c'est l'unité de gestion Vilaine-Aval, donc, qui est gérée par le PTB Vilaine. Et la partie qui est rouge, là, voilà, c'est plutôt la partie 44, par le syndicat Cher-Don-Isaac. Et chacun œuvre pour effectivement améliorer le milieu naturel. Alors c'est la restauration de mares, c'est la renaturation de rivières, ce sont des travaux bocagers, les plantations, ça permet de retenir l'eau et de la garder dans le sol. Voilà, ce sont des études, beaucoup d'études qui sont faites, notamment au niveau du syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust. Là, en fait, il y a un arrêté préfectoral qui autorise voilà, une mise en œuvre d'actions assez importante sur la partie du 56. Et le syndicat Chardon-Isaac, c'est pareil, hein, il y a les plantations de haies, il y a des inventaires bocagers qui sont faits dans les communes, il y a des diagnostics systémiques agricoles qui accompagnent des pratiques, il y a des restaurations de lits mineurs, il y a des interventions manuelles mécaniques au niveau de la JUCI. Alors, l'eau potable. L'eau potable, alors Redon, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a 3 départements de région et que, en fait, Redon a pris la compétence alimentation d'eau potable depuis le 1er janvier 2020. Et donc, il a fallu faire avec voilà, des années et des années d'historique. Donc, en fait, il y a 4 gestionnaires de production d'eau potable, il y a 7 unités de production sur le territoire. On importe malgré tout de l'eau donc à Ferrel, hein, via le PTB, et on importe également avec l'usine de Garouette pour alimenter Fégréac et Plessé. Voilà, il y a 23 réservoirs, il y a 1850 km de réseau, on a 33 000 abonnés. Voilà, donc la partie 56, il y a Redon Agglomération à déléguer au syndicat Eau du Morbihan. La partie 44, Redon Agglomération a délégué donc, la production et la distribution à Atlantico. Eau du Morbihan, c'est pareil, hein, délégation production et distribution. La partie 35, elle est en fait déléguée au SMP, syndicat mixte de production Ouest 35, à Guichin. Voilà, pour la partie production. Et au niveau de Redon, donc Redon a la production et la distribution sur la ville de Redon et à la distribution sur le reste du 35. Bon, voilà. Et après, donc, chaque producteur a des contrats de délégation, c'est des DSP, délégations de services publics. Voilà, donc à Redon, avant c'était Veolia, maintenant c'est la SOR. Sur la partie 44, c'était Veolia, et maintenant c'est la SOR, depuis le 1er janvier 2022. Sur le 35, c'était la SOR, c'est toujours la SOR, parce que le contrat n'est pas fini. Voilà. Alors, les unités de production, à part l'usine du Paradet qui pompe en fait dans le canal de Nantes à Brest, on est là sur des eaux de surface, toutes les autres usines, ce sont des nappes souterraines. Donc il y a l'usine de Pimbu à Macérac, l'usine de Gué-Bandin à Saint-Jacques-les-Pins, l'usine de Carouy à Bégane, l'usine des Moulins à Rieux, l'usine de Port-de-Roche à Langon et l'usine de Meneux à Pipriac. Voilà, ça reprend un petit peu voilà, au niveau de la gestion, au niveau de la distribution. Voilà. Alors, ouais, il y a une petite complication en haut du 35, parce qu'en fait, Bruxeraf, Pipriac et Lieurons appartiennent à un syndicat qui s'appelle le syndicat des bruyères, qui adhère en fait au SMP Ouest 35. Mais voilà, on va faire court. Alors, en termes de volume produit, au niveau de Redon Agglomération, donc ville de Redon et Port-de-Roche, on dessert 24 000, 25 000 habitants.
Voilà, il y a une augmentation d'1,2%. Syndicat des bruyères, donc la partie haute là, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ce qui est compliqué aussi dans les chiffres, c'est que chacun donne ses chiffres, mais au niveau de son territoire. Et les chiffres ne sont pas spécialement calqués sur le territoire de Redon Agglomération. Donc ça, c'est simple. Par exemple, l'usine de Guinrouette, donc c'est le territoire de Pont-Château-Saint-Gildas, qui alimente Fégréac et Plessé, eh bien, on ne va pas voir les chiffres pour Fégréac et Plessé, on va voir les chiffres du Pont-Château-Saint-Gildas. Donc après, et en fait, un petit peu partout comme ça, bon, c'est vraiment difficile de recoller. Simplement, ce que je peux dire, pour faire... il y a des imports-exports, il y a de la répartition, on pourra peut-être en parler, il y a peut-être des questions qui auront là-dessus. Ce que je vous propose, là, c'est peut-être vous laisser la parole, pour que on redevienne dynamique, et puis je reviendrai dans le diaporama au fur et à mesure. Merci, M. Chanchez. On avait prévu quatre questions, donc il y en a une sur laquelle vous avez déjà partiellement répondu, c'est-à-dire un peu le diagnostic, un petit peu sur le secteur, la gouvernance, voir un petit peu qu'il y a de nombreux acteurs de l'eau sur le territoire. Alors peut-être quand même revenir pour faire le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, avec la sécheresse qu'on a connue cet été. Est-ce que ça a provoqué des tensions en matière de consommation d'eau, de distribution d'eau? Est-ce que vous avez des données à l'échelle de Redon Agglomération sur cela? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'était compliqué, ou est-ce que... voilà, oui. Alors, le pays de Redon, je rappelle que c'est un pays d'eau, hein, donc c'est vrai qu'on a entendu des mises en garde via la presse sur la consommation d'eau. On s'est dit, même si nous on est touchés, c'est que la situation est un peu préoccupante. Alors, est-ce que vous avez eu écho de ce genre de choses à votre niveau? Bon, effectivement, dans les 3 départements, il y a eu des arrêtés préfectoraux pour restreindre l'usage de l'eau potable. On est dans le département 44, on est en crise depuis le 17 août et en alerte renforcée depuis le 15 septembre. Voilà. Et dans le département 56 et 35, c'est la même chose. Je vois que le diaporama n'est pas fini sur ce point-là, mais c'est exactement la même chose. Donc, en fait, dès l'été, on a été obligé de prendre un certain nombre de mesures pour sensibiliser la population et puis limiter, restreindre les usages de l'eau, faire attention. Chacun à son niveau. Alors, il y a ce qui est interdit par l'arrêté préfectoral. Hein, donc, par exemple, certains professionnels désormais peuvent utiliser l'eau, mais sous certaines conditions. Les stations de lavage, il faut une piste de lavage haute pression par pression. Le remplissage ou la mise à niveau de plan d'eau, c'est interdit, sauf pour les piscicultures. L'arrosage des greens et des parts de golf, c'est possible, semaine de 20h à 10h, etc. Merci. Autre question, est-ce que, en termes de consommation, est-ce que les gens ont fait, un peu une question qu'on se pose tous, est-ce que on est un certain nombre à essayer d'avoir fait des efforts pour ne pas trop consommer en période de chaleur et de sécheresse, mais est-ce que vous avez pu recueillir, alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'opérateurs que vous n'avez pas forcément fait un sondage auprès d'eux, mais est-ce que la population a fait des efforts en termes de consommation, de réduction de la consommation d'eau à leur échelle? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors, je ne peux pas vous répondre précisément à votre question parce qu'en fait, on n'a pas le recul nécessaire là, pour... on n'a pas les données. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, sur l'ensemble des territoires de Redon Agglomération, la consommation a augmenté, mais la raison principale, c'est que la population a augmenté. Hein, donc on consomme plus parce qu'il y a plus d'habitants. Et je me suis amusé, enfin j'ai fait travailler services techniques pour avoir un coût moyen consommé par habitant, secteur par secteur, et vous voyez qu'on est dans des choses quand même assez raisonnables. Hein. Dans le 44, on est à 34 et 38 mètres cubes par habitant par an. Dans le 56, 47 mètres cubes par habitant. Redon, la partie en fait 35, partie 35, voilà, on est entre 40 et 50, c'est ça, on est entre 40 et 50 mètres cubes d'eau consommée par habitant, c'est correct. C'est correct, ok. Merci. Alors on a entendu aussi dans la presse cet été les agriculteurs qui, pour certains, réclamaient
va dire, de pouvoir, dans un proche avenir, davantage arroser notamment le maïs. Est-ce que cette situation est vécue aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Parce que je crois qu'il faut déposer des autorisations. Est-ce que les plants comme le maïs risquent pas finalement, ces cultures qui sont très consommatrices, ne risquent pas de venir en concurrence, même dans un avenir proche, avec l'eau distribuée auprès des populations? Alors, ce type de demande, pour l'instant, sur le territoire de Redon Agglomération, on n'en a pas eu, mais je sais qu'il y a eu une réunion à la préfecture de l'Ille-et-Vilaine cette semaine où il y a eu une demande de certains agriculteurs. Alors, je ne pense pas que ça concerne notre secteur spécialement pour les revenus d'eau, etc. Voilà, sinon je serai au courant. Voilà, la culture du maïs, ben voilà, il y a du maïs, donc voilà, il n'y en aura pas plus. Est-ce qu'il y en aura moins, je ne sais pas, mais effectivement, le maïs est une plante qui consomme de l'eau. Donc voilà, les aides publiques qui existent actuellement sont plutôt orientées vers des pratiques qui sont plus protectrices de milieu aquatique, voilà, et de la ressource. Voilà, il y a des mesures agro-environnementales qui existent, voilà, pour ceux qui se mettent en prairie ou ceux qui font de l'élevage. Voilà, c'est bien d'avoir de l'élevage dans les marais, surtout. Voilà, après, ce sont des stratégies individuelles. Hein. Donc, un agriculteur, c'est une entreprise. Hein. Alors, voilà, notre idée, c'était de laisser la parole aussi à la question publique. Alors, Monsieur Baudu. Merci. Oui, justement, sur cette question du maïs, Monsieur Sanchez, moi j'ai pu lire dans des rapports, notamment publiés par le SPLAN, que dans beaucoup de projets de méthanisation en Bretagne, de méthaniseurs, donc, de plus en plus, très souvent, d'après ce rapport, les méthaniseurs. Il y a plus de débranché, là. Ça débranché. Au pied du... Oui. Voilà. Les demandes en général se font pour des méthaniseurs de moins de 30 tonnes par jour, d'effluents, qui passent régulièrement la barre des 30 tonnes avant la fin de l'année pour un certain nombre de ces méthaniseurs. Il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, il est plus rentable de cultiver du maïs pour remplir les méthaniseurs que pour l'ensilage. Et donc, comme vous l'avez dit vous-même, le maïs n'est pas la plante la plus consommatrice d'eau, mais en quantité, elle représente plus de 50% de la consommation en agriculture. Est-ce que sur Redon Agglomération, vous avez une politique justement pour empêcher ces méthaniseurs de se remplir finalement avec du maïs? Voilà, parce que c'est quand même un bien commun et c'est une question qui concerne tous les usagers. Alors je sais que c'est le préfet qui donne les autorisations, mais les élus peuvent aussi se positionner vis-à-vis du préfet pour essayer d'endiguer un peu ce phénomène. Alors bon, il n'y a pas une stratégie, une réflexion particulière de Redon Agglomération sur ce sujet, pour la bonne et simple raison que sur le territoire de Redon Agglomération, à ma connaissance, il y a 2 usines de méthanisation. Il y en a une à la Chapelle-de-Brun et une à Pipriac. Voilà, ce sont des petites usines. On est sur de l'autoconsommation. Non. Il y en a 2 à Guéné en construction. Ah, en construction. Actuellement, voilà. Ah ouais, peut-être, il y a des projets, etc. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet. Je veux dire, voilà, on est sur 2 petites usines de méthanisation sur le territoire de Redon Agglomération. Après, effectivement, il y a des projets. Moi, je suis pas au courant. À un moment donné, je serai au courant. Pour l'instant, je ne suis pas au courant. Voilà. Bonjour, je voulais savoir est-ce qu'un maire a les moyens de faire interdire les cultures de maïs sur sa commune? Et pourquoi ne le fait-il pas s'il l'a? Sachant que le maïs, il y a 20 ou 30 ans, il y en avait très peu en Bretagne. Actuellement, on la voit partout. Ça pompe toute l'eau. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Si. À ma connaissance, ça ne dépend pas du pouvoir du maire. Ce n'est pas un pouvoir du maire. Le maire ne peut pas, comme le maire ne peut pas interdire les OGM ou, voilà, sur sa commune, c'est pareil.
Oui, bonjour, Fabrice Sanchez. Moi, je suis de Guémené, là, donc, et c'est valable pour toute l'agglo. Vous avez parlé tout à l'heure aussi avant d'eau potable, mais malheureusement, l'eau n'est pas potable. C'est une dérogation. Les doses de métolachlore sont plus que 4 fois la dose autorisée. Et le préfet, en tout cas de Loire-Atlantique, a prorogé ces dérogations. Donc, en fait, quand on parle d'eau potable, je ne sais pas de quoi on parle exactement, quoi. Et vous êtes là depuis combien de mandats à faire ce soi-disant travail-là? Moi, on se pose vraiment des questions. Ça fait 5 mandats que vous êtes là à s'occuper de l'eau, là. C'est de pire en pire. On est à 21% de pesticides en plus dans notre secteur. Alors, la plantation de haies, tout ça, c'est encore du blabla, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on mette les choses vraiment très claires. L'eau n'est plus potable. Point final. Il faut le dire. C'est une dérogation. Oui, non, mais la question, c'est qu'est-ce que vous faites depuis 5 mandats, Fabrice Sanchez, à Macérac, et en tant que responsable à l'agglo, qui est devenue une agglo maintenant, avec 31 communes, c'est du pur délire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Bien, je vais répondre. La question est terminée. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. L'eau est potable. L'eau distribuée à Guémené est potable. Si. L'eau, officiellement, elle l'est. Voilà. Et à Redon également. On n'est pas un débat sur la qualité, mais sur la quantité. Mais par contre, le débat sur la qualité, je le connais par cœur, parce que je m'en occupe depuis 2016. La problématique des métabolites de pesticides, elle est connue depuis 2016, parce que nous l'avons cherché. Voilà, en Bretagne, parce qu'en fait c'est géré par les ARS, nous on avait demandé à l'ARS de le faire, on en a trouvé des métabolites de pesticides. En région Bretagne, pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne les cherchaient pas. Mais il y en avait. Ok. Alors on parle de Macérac, on va parler de Macérac, et on peut parler aussi de l'usine du Paradet. Voilà, l'usine du Paradet, elle traite de l'eau qui est puisée en fait dans le canal. Donc toutes les eaux de surface, elles sont en eau brute, elles sont pas de bonne qualité. Elles sont voilà. Et donc ce qui a nécessité en fait à la ville de Redon à l'époque de mettre en place une filière de traitement assez lourde à base de charbon actif. Il se trouve que ça traite également les métabolites de pesticides. Voilà, donc en fait, la ville de Redon a toujours été préservée à ce niveau-là. Au niveau de Macérac, on a mis en place, vous me demandez ce que je fais, voilà, une filière de traitement provisoire, c'est-à-dire qu'on avait 2 filtres à calcaire. On a supprimé un filtre à calcaire pour en faire un filtre à charbon. Et donc, là, on a modifié la filière de traitement, sauf qu'on a divisé la production par 2. Et on importe l'eau de Redon pour les communes d'Avessac et de Saint-Nicolas-de-Redon. Là, actuellement, nous allons construire une nouvelle usine avec une filière de traitement et parallèlement à ça, la construction d'un 3e puits. Donc, fin d'année 2023, il n'y aura plus de problème, ni de quantité, ni de qualité sur le secteur de la Loire-Atlantique. En ce qui concerne la ville de Redon, nous sommes actuellement sur un projet de réhabilitation de l'usine de Redon pour également prendre en charge notamment la problématique des pesticides. Voilà, donc en 2024-2025, Redon aura une nouvelle usine. Voilà, c'est environ 6 millions d'euros. Voilà. Voilà, alors... Ce que je peux dire aussi, c'est qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de produits endocriniens, etc. Il y en a plein, des produits médicamenteux. Il y en a plein. Dans l'eau brute, il y en a plein. Et s'il y en a plein à Macérac, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup plus sur les grandes villes, Rennes, Nantes, etc. Voilà. Eh bien, il se trouve que quand on fait les analyses, eh bien, en fait, le charbon actif retient tout ça. C'est-à-dire qu'on retrouve zéro dans l'eau distribuée. Donc l'eau de Macérac est de très bonne qualité, monsieur. Voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui portait essentiellement, on va dire, sur les histoires de quantité d'eau.
Alors, on peut poser des questions sur la qualité de l'eau, mais c'était pas forcément le cœur de notre sujet, parce que c'est un sujet assez complexe. C'est aussi un problème de qualité d'eau. La question qui me taraude, c'est finalement les communes en sont réduites à traiter l'eau avec des moyens de plus en plus efficaces sans doute, mais de plus en plus coûteux pour les contribuables. Or, les pollutions, elles ne viennent pas des contribuables, même s'il y a des déchets médicamenteux, les communes sont parfaitement capables d'épurer l'eau qui sort des stations d'épuration quant aux particules médicamenteuses. Mais le gros problème, il est quand même... Enfin, la raison voudrait qu'on arrête de polluer les eaux brutes. Il serait grand temps qu'on change de modèle agricole. Il faut quand même le dire clairement. C'est clair qu'il y a énormément de travaux, parce qu'on parle de l'homme, mais on pourrait parler aussi de la destruction des écosystèmes. J'aime bien, moi, toujours remettre le problème à un autre niveau que le problème spécifiquement humain, même si on est en bout de chaîne. Et donc, il y a des études, l'INRAE, IFROMER ont sorti une expertise, je crois que c'est l'année dernière, montrant effectivement l'impact très destructeur des pesticides sur le milieu, sur les écosystèmes. Mais je voudrais faire le parallèle entre dire arrêter les pesticides et dire ce que j'ai montré tout à l'heure, arrêter nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ça remet en cause, je pense, énormément de choses. C'est-à-dire que quand vous tirez un fil, vous en avez d'autres qui viennent. Effectivement, dire on est OK, le modèle agricole changer, mais bon, ça vaudrait la peine, à mon avis, d'avoir une réunion publique ou un débat où on met sur la table tous les éléments de ce type de problème. C'est-à-dire exactement comme pour le climat. C'est-à-dire que quand vous avez... moi, je suis venu en voiture, je me suis garé un peu loin et j'ai fait la marche à pied. N'empêche que j'ai contribué à continuer par mon comportement. Et c'est très dur. Et voilà, je suis questionné par ça comme on est tous questionnés. Donc je pense que sur les histoires d'agriculture, comment faire ? Je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on dialogue, qu'on crée quelque chose pour s'acculturer tous à tous les éléments du problème. Parce que je pense que c'est un problème qui rentre en collision fortement avec nos habitudes, un peu comme l'histoire du climat, à mon avis. Voilà. Quant aux pesticides de Redon, Laurent Greneux qui est là au fond de la salle, les pesticides qu'on récupère à l'usine du Paradet, certains viennent de l'Oudéac, de la partie très amont du bassin versant. C'est-à-dire que quand on... Et même dans Macérac, je ne suis pas sûr que les pesticides que vous pompez, ils viennent d'à côté, ils viennent par les alluvions de la Vilaine, ils viennent de la Vilaine. Donc ça veut dire, quand on dit changer le périmètre, l'agriculture, c'est pas changer l'agriculture dans le périmètre immédiat de où on pompe l'eau. Par exemple, pour les deux cas, c'est le bassin de l'Ouse, 3000 km², ou la Vilaine, 11 000 km². Ça veut dire effectivement qu'on a un problème global. D'accord ? Donc, moi, je voudrais bien, sur le pays de Redon, qu'on prenne le temps, tous ensemble. Moi, j'entends ce que vous dites. Je suis complètement d'accord avec ce que dit monsieur sur... c'est quelque part inadmissible pour la santé encore humaine et des écosystèmes, je répète, d'avoir tous ces produits phytosanitaires. Néanmoins, ça nous questionne aussi fortement que laisser notre voiture au garage, quoi, en termes de solutions. Donc il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on discute du problème, comment on fait. C'est mon avis. Merci Gérard, on va passer à d'autres questions. Je peux juste préciser quand même, parce qu'il y a une modification réglementaire au niveau des produits phytosanitaires, et ça concerne les amétolachlore. Donc la norme auparavant était de 0,1 microgramme par litre, et c'était un métabolite dit pertinent, c'est-à-dire que voilà, il y a un questionnement sur la dangerosité au niveau de la santé humaine. Cette norme vient de changer il y a pas longtemps, le mois dernier, et elle est passée à 0,9 microgrammes par litre. Et le métabolite a été classé non pertinent, c'est-à-dire non dangereux pour la santé humaine. Ça par l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité voilà, alimentaire.
Au niveau autant de Macérac que de l'usine du Paradet, nous avons maintenu l'exigence de fournir une eau à 0,07 mg par litre. C'est-à-dire qu'on garde, nous, la barre des 0,1 microgramme par litre, et on demande aux délégataires, parce qu'on sait très bien qu'il y a 30% d'erreurs dans les analyses de laboratoire, voilà, de descendre à 0,007. Donc on reste vraiment sur des objectifs de qualité. Je tenais à le dire quand même. Voilà, j'ai donc une question. Je suis Hervé Ménager. Je représente le conseil de développement du pays de Redon au réseau 44, c'est-à-dire Loire-Atlantique des conseils de développement, lequel réseau organisera le 5 décembre au Lab de Nantes une soirée sur le thème de l'eau. Et on a invité Gérard Cruau à nous faire une conférence. La question que je veux poser, c'est sur la pertinence des zones d'observation que j'ai vues aujourd'hui exposées. On a des statistiques Bretagne. Vous nous proposez, M. Sanchez, des statistiques de Redon agglomération. Je pense que l'eau se fout des limites administratives. Et donc, ma question, quelle est, sur le plan écologique, la zone d'observation qu'il faudrait quand même considérer? Et est-ce qu'il existe, par exemple, des possibilités de statistiques, Bretagne, Pays de Loire confondus, ou bassin de la Vilaine, ou bassin de la Loire distincts? Voilà, ma question, c'est sur la pertinence des limites administratives dans la gestion de l'eau. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Alors, les études existent, elles sont départementales. Hein. En Loire-Atlantique, si vous avez une réunion à Nantes, voilà, vous prenez contact avec Atlantico, ils ont tous les éléments pour vous répondre. Également en eau du Morbihan. Dans le 35, c'est un peu plus difficile. Il y a un syndicat qui n'est pas un syndicat départemental, voilà, mais qui fait juste de la gestion. Malgré toutes ces données-là et ces études sont faites. Voilà. La difficulté pour Redon Agglomération, c'est qu'il faut, il faut collecter et puis voilà. Dans les données transmises, c'est pas forcément évident d'avoir exactement les contours de notre territoire, quoi, sur certaines données. Oui, je vais répondre à la question sous l'angle que c'est l'entité bassin versant qui donne du sens à la gestion de l'eau, hein, c'est-à-dire qu'un bassin versant, c'est l'air drainé en un point défini comme son exutoire. Hein, donc à Redon, l'air drainé, l'eau qu'on récupère, elle vient de l'ensemble du bassin de l'Oust, hein, c'est-à-dire 3000 km². Si vous êtes à Redon sur la Vilaine, c'est l'ensemble du bassin de la Vilaine, c'est-à-dire que l'eau, les activités humaines qui ont lieu à Rennes ou en amont, elles vous impactent à l'aval, d'accord ? Tout à fait. Donc l'inconvénient d'être dans un grand bassin, l'avantage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes très à l'aval, vous avez une grande aire drainée, donc vous avez beaucoup d'eau. Hein, et vous avez un gros cours d'eau, donc il est très rare que ce cours d'eau soit à sec. Hein, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans des petits cours d'eau très à l'amont, où là vous pouvez même avoir plus d'eau du tout. Hein, c'est ce que je montrais sur ce qui se passe dans la région de Saint-Malo, par exemple, où ils ont des retenues qui sont alimentées, comme le Frémur là, qui alimente la retenue de Bois-Joli. C'est un tout petit bassin versant, il fait 60 km². Hein. Nous, on a 111 000 km², vous voyez la différence d'échelle. D'accord ? L'inconvénient que vous récupérez, c'est la qualité de l'eau. Elle est fabriquée par tout ce qui se passe sur votre énorme surface. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que revoir le modèle agricole, c'est revoir l'ensemble du modèle agricole breton, carrément. Mais vous avez d'accord, hein, sur le fond, je ne remets pas ça en cause. Hein, d'accord ? Donc Hervé, pour revenir à ce que tu posais comme question, dire on va à des statistiques Bretagne, Pays de la Loire, machin, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux raisonner au niveau de votre bassin versant, là où vous êtes, hein, et donc l'air qui vous récupérez, qui contrôle votre qualité d'eau. D'accord ? Le regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'eau, elle ne se fabrique pas à Redon. La qualité de l'eau ne se fabrique pas à Redon. On est d'accord avec ça. Ni au Paradet. Elle se fabrique dans tout le petit chevelu que vous avez bien loin. Hein. Là où il y a des petites haies, vous voyez, des fois ce qu'on appelle des têtes de bassin, des choses comme ça. Et on instrumente, pour des raisons qu'on peut comprendre, fabriquer de l'eau potable, c'est important, donc on mesure à l'arrivée. Vous voyez ? On ne mesure pas ce qui se passe tout à l'amont, quoi. Hein. Et même, je pense que les agences de l'eau, etc., qui financent les analyses, pour revenir à ta question, ou les diagnostics,
eh ben, elles ont de moins en moins de moyens. Hein. Donc on fait de moins en moins de points de suivi dans les parties amont, là où il faudrait les avoir, et notamment là où on fait de l'expérimentation agricole, hein, là où on fait du bio, pour montrer que là, à cet endroit-là, on améliore la qualité de l'eau, et donc avoir un démonstrateur de l'importance et l'intérêt de changer les pratiques. Parce que là, vous auriez des données qui démontrent, effectivement, que ça vaut le coup. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le fait d'avoir des eaux de surface, on est très sensible aux pollutions, mais si vous arrêtez, très rapidement, vous avez une réponse, votre système va répondre positivement. C'est très différent, par exemple, des nappes du bassin de Paris, où les nitrates sont juste en ce moment en train d'arriver. Nous, on les a eus il y a 40 ans, parce qu'on a des eaux de surface, donc ça va très vite. Donc vous polluez, boum, vous avez la réponse, la qualité de l'eau se détériore. Très bien. Très mauvais, on va dire, très mauvais. Sauf que, comme ça va vite dans un sens, ça va aussi vite dans l'autre. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose, vous aurez une réponse. D'accord ? Les Parisiens, déjà, ils voient juste arriver aujourd'hui les nitrates et les pesticides, et le temps qu'ils retournent en arrière, ils vont avoir des dizaines et des dizaines d'années, ce qu'on appelle des temps de réponse très longs. Donc, vous voyez, on a des avantages et des inconvénients. Et moi, ce que je répète, c'est qu'on devrait élargir cette discussion dans le futur. Justement, c'est autour de toutes ces questions-là. Et moi, je voudrais qu'on ait des expérimentations locales avec une démonstration de l'apport sur la qualité de l'eau, de ces changements de pratique, par exemple. Mais ce n'est pas en restant à Redon ou au Paradet qu'on aura les mesures qui démontrent ça. C'est clair. On ne verra rien dans un premier temps. D'accord ? Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, Hervé, c'est l'aire d'alimentation qui est l'endroit où il faut gérer. Et c'est remonter vers les têtes de bassin versant. C'est là qu'il faudrait pouvoir instrumenter, expérimenter, pour démontrer effectivement qu'on va dans le bon sens. J'ai été un peu long. Ça me permet de rebondir directement là-dessus. Moi, je suis un habitant du pays de Redon, mais j'ai vécu à Rennes pendant quelques années. Et très récemment, il y a 2-3 ans, on a eu beaucoup de communication autour d'un projet organisé notamment par les syndicats de l'eau et qui s'appelle Terre de Source, que du coup vous devez connaître, mais qui fait rebondir sur la question de ce que peuvent faire les mairies ou les habitants ou l'organisation. Pour le présenter en deux lignes, c'est en fait un encouragement qui est donné. Terre de Source, c'est une manière de labelliser les bonnes pratiques agricoles qui vont justement dans le sens de la qualité de l'eau. Et ça peut être aussi, c'est une organisation à l'échelle d'un bassin versant qui peut aussi orienter les consommateurs sur voilà, je sais que tel et tel produit qui va être labellisé correspond à cette démarche. Et est-ce que ces organisations-là pourraient aussi, sur les questions de quantité, dire on va encourager des modèles agricoles ou des types de variétés qui sont peut-être plus économes en ressources. Voilà, sur ce point-là. Bon, je réponds à la question. Terre de source, effectivement. Alors, je réponds à la question de la chose suivante. C'est que autour des grandes métropoles, comme Rennes, comme Paris, comme Munich, comme New York, vous avez effectivement des grandes métropoles qui produisent beaucoup d'eau, ne serait-ce que là-dessus, et qui ont beaucoup de moyens. C'est-à-dire que ces métropoles, elles peuvent augmenter le prix de l'eau de manière complètement indolore par le consommateur, parce que je crois que Paris, c'est 500 000 mètres cubes de jour, je ne dis plus des conneries, mais c'est énorme. J'avais fait un calcul, vous augmentez d'1 centime le prix de l'eau, la collectivité a une manne d'argent immédiatement qui lui arrive. À partir de là, la collectivité peut effectivement inciter les agriculteurs de sa zone d'influence à changer de pratique, puisqu'elle va leur donner des compensations. Elle a aussi une autre capacité, ces terres de source, c'est les cantines, les marchés, etc. C'est des grosses agglomérations qui ont une capacité à effectivement avoir des marchés pour des débouchés, par exemple, pour une agriculture bio, etc. D'accord ? Donc ça peut marcher. La ville de Munich, par exemple, a sanctuarisé son bassin versant d'alimentation en eau, en bio, en donnant 600 € à l'hectare aux agriculteurs du bassin versant par an. Il faut savoir que les MAE dont tu parlais tout à l'heure, c'est 300, je crois que le maximum c'est 300 € hectare. Et quand vous passez en bio, vous perdez la MAE, je crois, Laurent, au bout d'un certain temps, vous êtes en maintien et ça baisse. Ouais. Munich, 600 € hectare an, ad aeternam. Effectivement, tout le bassin versant est passé en bio. Mais c'est Munich, c'est pas Redon. Donc, il y a un vrai problème, et là aussi je milite pour qu'on en débatte, c'est que faire des zones rurales, parce que Redon, c'est quasiment une zone rurale, qui n'ont pas ces forces de frappe-là, d'accord ?
et qui voudraient, elles aussi, pouvoir être des acteurs de la transition agroécologique dont on parle tant, ou alimentaire, ou santé, c'est la même chose, d'accord ? Parce qu'il faut de l'argent quand même, quelque part, pour changer un système, d'accord ? Donc c'est un vrai sujet. Donc voilà, votre question est excellente. Et on a un pro... Enfin, voilà, et donc la question c'est, dans des zones comme nous, là, où on n'a pas une grosse collectivité, on est à l'aval de tout le reste. Est-ce que c'est des mécanismes aussi de solidarité entre l'amont et l'aval, hein ? C'est-à-dire que, est-ce que Rennes pourrait donner un peu d'argent à Redon voilà, et que Redon pourrait utiliser ensuite, je ne sais pas, dans la GEMAPI, il y a des choses qui se discutaient de ce type-là, des redistributions de taxes, etc. C'est la même question sur la quantité. Quand Rennes va pomper de l'eau dans les Côtes-d'Armor, hein, Rofemel, on a vu le débat cet été, les gens des Côtes-d'Armor disent à Rennes, vous nous pompez l'eau. Ils leur vendent, hein, parce que je crois que c'est pas gratuit quand même. Hein. Mais bon, c'est un vrai débat, et d'autant plus pour l'agriculture que moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que des zones comme Redon, des zones loin des métropoles, qu'on ait des métropoles entourées de bio, etc., hein, et puis qu'au loin, eh ben, on ait l'intensif qui perdure, voire qui s'intensifie encore un peu plus qu'il ne l'est, quoi. Hein. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, mais il faut aussi qu'on mette le problème sur la table dans sa réalité, quoi. Voilà. Mais je pense que, on pourrait redébattre de ça plus longuement plus tard. On prend une dernière. Je pense que le problème de l'eau est beaucoup plus large que ça, et on ne peut pas le sanctuariser parce que ce sera des pompes publiques énormes. Déjà, la qualité de l'eau, ça pompe de l'argent énormément, alors qu'on a une législation française ou européenne qui a des fois défini des lignes et qu'on a toujours reporté dans l'éternité avec une non-application. À chaque fois, le problème de la loi, on a toujours un problème de décret de mise en application. Oui. Et les lobbies se battent contre la mise en place de ces structures-là. Et on est dans un puits sans fond par rapport à la qualité de l'eau. Et de sanctuariser, je pense que c'est un faux débat. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait que il faut aussi imaginer la législation et la réglementation. C'est évident. Il y a l'incitation et il y a la réglementation et la législation. Tout doit être mis sur la table. Après, il y a le niveau d'acceptabilité aussi. Hein, on est bien placé, nous, pour le savoir, avec le 90 ou le 80 ou le 110 ou le 130 sur les routes, hein, confère quelques vieux débats il y a 2 ou 3 ans. Hein, vous voyez bien que c'est pareil, hein, je veux dire, la réglementation ou la législation, c'est pas accepté par tout le monde. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut que tous ces sujets soient sur la table. C'est-à-dire qu'il faut de l'incitation, ce que vous avez dit, terre de source, c'est de l'incitation. Les nitrates, c'est des affaires de réglementation, la qualité de l'eau. Il y a des économistes qui ont démontré que c'était la réglementation qui faisait avancer les choses. Le reste, bon, ça donnait des dynamiques, ça continuait les dynamiques, mais c'est quand même quand la directive nitrate tombe ou quand il y a des pénalités par l'Europe sur certains captages, machin, que les choses bougent vraiment. Donc, voilà, la réglementation joue. Donc, il faut tout mettre sur la table. Voilà. Okay. On prend une dernière question. Mon voisin, voilà, allez-y. Oui, moi j'avais lu le titre. Voilà, ce que je sais, effectivement, il y a des périodes. Là où on peut dire qu'effectivement, il y a la quantité d'eau devient un problème de qualité, c'est quand, effectivement, moins il y a d'eau et en fait les concentrations de polluants, voilà, c'est la même concentration pour une dose d'eau qui a diminué. Donc voilà. Au niveau, pour résumer, pour conclure, l'eau, c'est un bien rare, qu'elle soit brute ou qu'elle soit potable. Il va falloir apprendre à la partager. Voilà, pour tous les usages, y compris pour le fluvial. Et pour les agriculteurs, pour la santé déjà. Voilà. Pour tout le monde. Et donc ça, c'est un grand chantier qui concerne en fait tout le monde. Les collectivités, les individus, les entreprises, les agriculteurs. Quel rôle les citoyens peuvent jouer Chacun peut jouer déjà à titre personnel,
Voilà, hein, il y a des choses qui se font. Voilà, des communes, je veux dire, la commune de Macérac, on vient d'investir 3 500 € pour... c'est un réservoir d'eau de pluie. Voilà, on va avoir 80 mètres cubes, et bien ça va nous permettre d'arroser les fleurs pendant les périodes de sécheresse. On aura le droit d'arroser avec cette eau-là. Voilà, tout ce qui est récupération d'eau de pluie, ce sont des pistes à découvrir. Récupération d'eau de station, je vais vous donner un scoop, par exemple. Il est prévu, la future piscine va être réhabilitée, la piscine de Redon, et il est prévu qu'elle soit chauffée avec la récupération des eaux de pluie de la station Docfer. Voilà. Elle sort à 19 degrés. Voilà, tout ça, donc tout le monde doit se sentir concerné par cette préoccupation. Chacun peut donner des idées. Une réunion, une animation, un débat comme aujourd'hui, bien sûr. Des lieux de discussion comme conseil de développement et tout le milieu associatif, bien sûr. Voilà. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, complètement. Voilà. Merci à vous tous. Bon, moi, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie M. Sanchez, Fabrice, d'avoir bien voulu venir, parce que c'est pas évident. On a vu qu'il y avait des questionnements, toniques, quoi. Hein, donc c'est bien que vous soyez venus. Et puis moi, ce que je voudrais dire, c'est les questions qu'on a mis sur la table, vous avez mis sur la table, la question des pesticides, la question de la transition agricole, comment faire, la question des moyens, etc. Les enjeux qualité d'eau, les questions de solidarité, les questions de responsabilité de chacun. Moi, je savourais le coup qu'on continue ce genre d'exercice, je ne sais pas sous quelle forme, mais de telle sorte que tout le monde puisse échanger ses points de vue et apprendre de ce que l'autre peut amener sur le sujet, quoi, parce que tout le monde a quelque chose à dire sur ce type de sujet. Hein. Donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais il me semble que ce serait dommage que cette réunion n'ait pas de lendemain, et que notamment on mette sur la table les modèles, les évolutions de l'agriculture telles qu'elles sont prévues. On a parlé de méthane, mais on a aussi, on voit l'enjeu climat, il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles. Donc, il faut des alternatives. Hein. Le méthane agricole est une alternative. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai choix à avoir. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Et je reviens sur ce que j'ai dit, mais ça sera ma conclusion. La priorité numéro 1, c'est le réchauffement climatique. Vous avez vu que c'est le moteur de tout. Hein. Et c'est lui qu'il faut réussir à endiguer. Et, et là, le problème, c'est que ce n'est pas que nous, redonnés, qui avons les clés en main. Hein. Mais la priorité des priorités, c'est ne pas tomber dans ces 5 ou 10 degrés ou 6 degrés à 2100. C'est la priorité.